Nějakou naději nabídnout, to je jedna věc, ale druhá věc je, že člověk musí vždy znovu artikulovat jakési ideály, artikulovat jakési hodnoty, prosazovat je, bojovat o ně. A z tady kolena prostě jsem se dal na úplně nový povolání. Tak úžasný, nejlepší, prostě je fakt chlap, kterýmu já věřím, jako. Já teda rozuměl v polovině, ale to hlavně jsem pochopil, že jsem jakási chyba přírody. Možná bych poprosil Miloše ještě o jedno pivko. Ne, Co? to nes. Já měl jedno jediný takhle malý a proč bych nesměl další. Uvědomil jsem si, že se ve mně probudila či zesílila potřeba být připraven na eventuální odchod. Aspoň v té míře, v jaké mohu, bych rád měl čistý stůl. On parle du fait que c'est Monsieur le Président Václav Havel qui a demandé Monsieur le réalisateur de le suivre. À quel point c'était dans la régie réalisateur ou du réalisateur acteur. C'est une bonne question. Je to dobrá otázka, protože cette question, je me la suis posée pendant toutes ces années de mon travail avec Václav Havel. A cítil jsem to jako vlastně un résultat de tout son parcours. Il est né dans une famille qui était étroitement liée avec le cinéma. L'oncle de Václav Havel, Miloš Havel, était à la naissance de la cinématographie tchécoslovaque. Il a été un des constructeurs des studios de cinéma de Barrandov. Donc pour Václav Havel, dès son enfance, il était tout à fait naturel d'être devant les caméras. Vous avez vu aujourd'hui, tout a commencé en 2009, l'année où Václav Havel m'a sollicité de faire ce documentaire, mais nous avons déjà coopéré précédemment. Et je suis tout à fait honoré et reconnaissant que c'était à moi que j'avais ce privilège de pouvoir tourner ces dernières années. Tout cela, ça s'est passé avec l'aide et le soutien de l'équipe et de l'entourage de Václav Havel. On va poser la question à M. Rupnik. Comment vous avez perçu Václav Havel de ces dernières années de vie? Bonsoir. Il y a le dramaturge, il y a le dissident et puis il y a le président. Or, vous avez trois phases, trois aspects. Or, ces trois aspects étaient entremêlés. Et même lorsqu'il était président, il s'intéressait au théâtre. Et il m'a parlé, par exemple, de ce projet d'une pièce. Mais il en parlait depuis le début. Il disait qu'il avait comme source d'inspiration, il disait il y a Shakespeare qui a écrit sur le pouvoir, des pièces, et il y a Tchekhov. Et d'ailleurs, cette pièce sur le départ, c'est un peu comme la Cerisée. Tout se passe dans un jardin, il y a des personnages. Voilà. Je ne vais pas tout raconter maintenant. Donc, il pensait au théâtre. Il a compris aussi que la politique était un théâtre et qu'il est donc constamment en représentation. Et donc, ce n'est pas seulement le dramaturge qui invente une pièce, mais il est acteur. Et ça, il l'est même en tant que président. Et alors, l'autre problème, c'est qu'une fois qu'il n'est plus président, il reste ancien président, et on le voit dans le film, il ne peut pas faire un pas sans être pris. Il est le président, il est en représentation, même après avoir quitté ses fonctions. Donc l'idée que maintenant je vais me retirer, je vais lire, je vais faire ce... Non. Et peut-être la meilleure façon donc de revenir à lui-même et à se détacher de tout ça, c'était de faire cette dernière pièce et ce dernier film. Ce film qui est tourné dans la villa Čerich, qui était un exilé tchèque, qui était en France depuis 1948, que j'ai très bien connu, et qui ensuite a
si on peut dire, récupéré sa villa dans les années 90. Ils en avaient fait un centre dentaire, de médecine dentaire, chaque jour. Bon. Mais la villa est devenue un centre d'une association qu'il a créée pour la société civile. Et bien sûr, je trouve que ça fournissait un lieu parfait pour que Havel s'essaie à ses talents de metteur en scène. Merci. On va passer le micro aux spectateurs. Je vois qu'il y a des questions. À quel point M. Václav Havel était co-réalisateur de ce documentaire? Bylo na tom moc zajímavý a já si toho Moi, j'ai nesmírně énormément de vážím, respect že pour cette vlastně demande v qu'il tom m'a okamžiku, fait. Il kdy m'a demandé, et c'est des pan paroles que je retiens pour toute ma oslovil, vie. a to jsou slova, která si zapamatuju do konce života. Protože En avril 2009, il m'a demandé littéralement, je souhaite que vous tourniez un film sur le reste de ma vie. Et c'était la seule indication qu'il m'a donnée concernant ce tournage. Et je dois dire qu'à aucun moment, il n'a jamais tenté d'influencer quoi que ce soit sur ce qui s'est passé et sur ce que je tournais. J'étais invitée partout. La seule condition, c'est qu'on demande la permission de tournage aux personnes qui étaient dans son environnement. J'avais accès à tout et c'était un tournage où tout était permis. La seule limite que nous avons eue, c'était des limites techniques et aussi, entre parenthèses, des limites financières. Et je suis justement très touchée de revenir aujourd'hui à Paris parce que la dernière fois que j'étais à Paris, c'était en compagnie de Václav Havel lors de la remise de doctorat d'honneur qui était justement organisée à l'initiative de Jacques Rupnik, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelque chose de cet événement qui s'est passé? Écoutez, l'idée, c'était de le faire venir à Paris pour le 20e anniversaire de la Révolution de velours. Et donc, je lui ai proposé cela. À l'époque, il ne voyageait plus beaucoup, il était déjà affaibli, mais il a accepté. Et non seulement il a accepté, parce que j'avais organisé une conférence sur 89, il a fait le lendemain l'ouverture de la conférence et surtout il a prononcé un discours qui est un texte qui est peut-être son dernier essai politique, puisque c'est un essai, c'est une réflexion sur 89 et qu'on pourrait dire sur l'imprévisibilité de l'histoire, puisque c'est un discours magnifique. Les étudiants ont été éblouis, je pense. Il y avait une ovation debout. Et moi, j'étais un peu inquiet. Est-ce que les étudiants savent vraiment qui est Václav Havel? Parce qu'ils n'étaient pas nés en 89, la plupart d'entre eux, quand il est venu. Donc, ça a été un très beau discours où, justement, il dit il y a des tas de gens qui prétendaient savoir les lois de l'histoire, qu'est-ce qui est possible, le régime communiste, l'Union soviétique. Ils avaient des idées très arrêtées sur l'avenir du monde et ce qui était possible. Et moi, toujours, quand ils m'interrogeaient là-dessus, ils disaient moi, je ne sais pas. Et tout ce qu'ils avaient prédit, évidemment, ne s'est pas réalisé. Mais aucun d'entre eux n'a prévu l'effondrement soudain du système. Et donc, c'est cette idée que vous êtes ici à l'Institut des sciences politiques. Vous pensez que la politique est une science. Ça, c'est une notion qui, pour lui, est absurde, bien sûr. Pour lui, la politique est beaucoup de choses, mais certainement pas une science. Et ceux qui prétendent que c'est une science ont fait des choses monstrueuses avec. C'est les communistes qui pensaient avoir une vraie science de la politique. Enfin bref, il a fait ce discours, ça s'est très très bien passé, et j'étais très heureux qu'il m'ait donné, parce qu'il a fait un vrai texte.
Et je pense que c'est son dernier essai politique qu'on a mis dans le livre qui est paru en anglais. Malheureusement, ce n'est pas paru en français, mais voilà. Je garde un très très bon souvenir. Et les étudiants aussi, discours Blouy. Voilà. Il y a eu 2 Tchèques éminents qui sont venus à Sciences Po et qui ont fait un triomphe. Un, c'était Alexandre Dubček, qui est venu en 90, l'homme de 68, enfin, voilà, un des symboles de 68. Et... Oui, pardon. Un Slovaque, président. C'était le symbole de la Tchécoslovaquie de 68. Très bien, vous avez raison de me corriger. Et l'autre, c'était Václav Havel. Voilà. J'avais une question. Qu'est-ce que Václav Havel a fait concrètement, politiquement, ou si c'est vraiment, si les gens ont vraiment accroché plutôt sa personnalité ou des actions concrètes qu'il a fait? Je vois ça aussi sur mes propres étudiants. Il est très difficile d'expliquer à la nouvelle génération, aux jeunes gens, qu'à l'époque, on ne pouvait pas circuler, on ne pouvait pas voyager à l'étranger, on ne pouvait pas étudier. Donc je vais parler de ma propre expérience humaine. Et je dois dire que nous, en tant que personnes qui n'ont pas été beaucoup soutenues et aimées par l'ancien système totalitaire, et ça je parle de personnes, soit des dissidents très connus aussi, qui donc étaient persécutés dans leur propre pays, qui ne pouvaient pas étudier, qui ne pouvaient pas faire leur propre travail, beaucoup d'autres persécutions. Václav Havel, c'était un exemple, c'était un modèle d'attitude et de personnes qui étaient convaincues que malgré les persécutions, il fallait toujours dire la vérité. Il y avait des choses qui étaient peut-être pas le seul, mais c'était vraiment un exemple, c'était vraiment une personnalité qui tenait la parole, qui était là pour justement être garant de sa parole et de la vérité. Bon, je dirais 2 choses. Une première, c'est... quand vous avez, surtout après 68, avec la normalisation, bon, vous avez une société qui a été vaincue, enfin, par les tanks d'abord, militairement, et puis ensuite par le régime qui s'est mis en place. Et ceux qui ont eu le courage de résister étaient peu nombreux. Et Havel en faisait partie. Alors, il y a cette idée que, voilà, ils ont eu le courage, et lui en particulier, au prix, évidemment, de sacrifices. Il a fait de la prison, etc. Alors ça, ce combat-là, même si les autres n'y participaient pas, d'une certaine façon, c'était par procuration. C'était leur combat aussi, pour une grande partie d'entre eux. Si on peut dire comment il est devenu président, je dirais, c'était ça sa campagne électorale. C'était voilà, le capital de légitimité qu'il avait pour devenir président, il venait de là. Et ensuite, il y a bien sûr 89, la révolution de velours. Je me souviens d'une affiche à Prague, justement, c'était au début décembre, qui disait « Lui, pour nous, 15 ans, nous, pour lui, 15 jours. » Bon, donc, voilà, nous, on l'a soutenu pendant 15 jours, parce que lui, il nous a soutenu pendant 15 ans. Et je crois que c'était ça. Cette identification. Alors, dernier mot là-dessus, une fois devenu président, il n'a pas essayé de dire « moi j'avais raison, moi j'ai eu le courage, moi j'ai fait ceci et cela ». Non, le premier discours qu'il fait, il essaye d'expliquer pourquoi et comment ça pouvait fonctionner. Il dit qu'est-ce qui faisait fonctionner ce système totalitaire ? C'était pas seulement un appareil policier, bien sûr. Non, nous tous, à des degrés divers,
avons contribué au fonctionnement de ce système. Il y a comme une chaîne de co-responsabilité. Évidemment, celui qui avait payé de sa personne et qui avait mené ce combat pouvait se permettre d'avoir une version aussi généreuse et aussi inclusive, comme on dirait aujourd'hui, du problème. Mais, et ça aussi, c'était quelque chose d'important. Il ne s'est pas érigé, je suis le gardien de la moralité et vous avez été lâche. Non, c'est nous tous, on a vécu quelque chose et ensemble, n'est-ce pas, nous portons une co-responsabilité pour ce qui s'est passé et surtout pour ce qui va advenir. Bonsoir. Merci pour ce documentaire très émouvant. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir un peu la vie privée d'un personnage historique si important. Václav Havel, c'est l'ancien président de la Tchécoslovaquie puis de la République tchèque. Et il y a quelque chose qui m'a surpris dans le documentaire, c'est qu'on le voit très peu parler de politique. Il remplit des fonctions protocolaires, mais il ne donne pas trop son avis sur l'évolution de la situation politique en République tchèque. Je voulais savoir si c'était un choix du réalisateur ou si c'est lui qui parlait beaucoup moins de politique, qui s'y intéressait de moins en moins. Notamment, on le voit rencontrer Václav Klaus à un moment, qui est le président qui lui a succédé, si je ne dis pas de bêtises. Et est-ce qu'il n'exprimait jamais son avis sur lui? Est-ce que vous avez décidé de ne pas le mettre dans le documentaire? Voilà, c'est ma question. Ça faisait l'objet d'une querelle dans la salle de montage. Une partie du personnel de montage qui disait « Mais vous êtes devenu fou, vous voulez mettre Václav Klaus dans ce film-là ». Et nous avons gagné cette dispute en disant « Il faut introduire un élément qui permet la comparaison ». Une des choses qui m'ont permis d'être aussi proche avec Václav Havel et de tourner autant de choses, c'était aussi parce que je laissais toutes ces scènes couler sans introduire quoi que ce soit comme question. Mais peut-être que mon approche où je n'ai pas créé des situations pour poser des questions, peut-être que c'est justement ça que ça a laissé ce documentaire se créer naturellement. C'est pas facile de faire un film sur Václav Havel, étant entendu qu'il y avait eu un film documentaire, Le citoyen Havel, qui était justement un long documentaire très exhaustif et qui traitait de la politique, justement. Là, si vous voulez, le personnage politique, vous l'avez là. Alors, là, il s'agissait de faire autre chose. Et il y a le président, mais où il y a l'ancien président surtout. Alors, c'est Sur le départ, c'est le titre de sa pièce, et ce film pourrait s'appeler Sur le départ. Voilà, il est dans la dernière phase. Donc, on le voit, il est encore en représentation en tant qu'ancien président, mais il ne fait plus de discours politiques, etc. Il ne fait plus de déclaration. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'idées politiques. Donc, je comprends l'angle qui était particulier, qui était de faire un film qui n'est pas sur le personnage politique, mais un peu le personnage après la politique et en fin de vie, en quelque sorte, sur le départ. Et je sais, mais il ne l'a pas utilisé dans le film, mais je sais qu'il a tourné pratiquement jusqu'au dernier jour. Donc, ça, c'était aussi... c'est un Havel... Voilà, et ça, c'est ma question. C'est, on le sent à la fin un petit peu, mais est-ce qu'il y avait là peut-être une matière à avoir son regard, on le sent un tout petit peu, sur le bilan de ce qu'il a fait. Voilà, je ne sais pas s'il a parlé de ça, parce qu'il est resté quand même au pouvoir pendant longtemps. Il a fait ensuite une pièce de théâtre et un film. Bon, ça pourrait s'appeler La comédie du pouvoir. Et est-ce que
là, à la fin, dans cette dernière phase, la phase plus métaphysique, on découvre un autre Havel. Et est-ce que peut-être il y a un prolongement au film qu'il a fait, ou peut-être des choses qu'il n'a pas montrées, qui nous rapprocheraient de ce Havel-là méconnu. Alors, plus privé, peut-être philosophiquement, je ne dis pas religieusement, mais philosophiquement, interrogatif et intéressant pour nous. Tout à fait. À part les 2 heures que vous avez vues, à peine 2 heures, il y a encore 188 heures de matériel qui n'ont pas été encore publiés. Mais ce n'est pas sûrement 188 heures, 18 heures de réflexion et des opinions de Havel qui ne seraient pas déjà parues quelque part. Ce n'est pas comme ça que j'ai conçu mon film. Moi, je me rappelle surtout des moments plutôt drôles qui n'apparaissent pas dans le film. Je vous remercie de votre documentaire vraiment particulièrement émouvant et de vos interventions, Monsieur Ruknik, de votre traduction. Je crois que ce qui résume, c'est effectivement, a été employé par le président ex-dissident, c'est le mot espoir, 2 fois dans votre documentaire. Espoir au moment de sa santé, mauvaise effectivement, 2009-2011. Et puis l'espoir, en fait, sans doute, de toute sa vie, précédemment. Je pensais au titre du roman de Malraux, au titre du roman de Malraux, Espoir, d'ailleurs. Voilà. Et c'est ce qui résume finalement très très bien. Je pense que c'est pour ça qu'il était très aimé de la population, en fait, qui sentait très bien cet espoir. Moi, ce que j'ai ressenti dans ce que vous avez transmis, c'est non seulement qu'il incarne l'espoir, l'espérance, je dirais plutôt, mais en plus qu'il nous passe le flambeau, que l'espérance, c'est nous. Parce qu'il est un personnage médiatique, tellement médiatique, c'est ça que je ressens, c'est presque un poids pour lui. Hein. Et c'est une transmission, quelque part. C'est à nous de le porter, cet espoir. Ça va être aussi une des questions à laquelle je ne vais plus obtenir la réponse. Est-ce que président Havel serait content de mon film? Est-ce que nous sommes à la hauteur aussi de ce que vous avez maintenant décrit, de ce passage de flambeau? Est-ce que Václav Havel a vu, lui ou sa femme, une partie de cette production de ce film? Non, Václav Havel n'assistait ni au montage, ni aux autres travaux sur le film. Je ne sais pas, peut-être qu'il était avec nous sur des niveaux plus élevés, quelque part au-delà. Mais il y avait un contrat cadre avec sa chancellerie, qu'il aura le droit de s'exprimer par rapport, et il aura le mot à dire avant la version finale. Et après son départ, par les suites juridiques tout à fait primaires, ce droit est revenu à sa veuve. Donc nous étions donc obligés de montrer le film à Madame Havlova et obtenir son accord. Et ça s'est passé sans aucune contrainte. Et j'en suis extrêmement reconnaissant à Madame Havlova. Et donc, à l'exception que Václav avait un jean déchiré qui a pu la gêner. Elle, en tant qu'actrice, comédienne très connue, donc au départ, elle ne comprenait pas très bien comment ça se fait que son mari, il accepte encore des caméras, encore des micros autour de lui.
Mais je me rappelle très nettement le moment où tout a changé. C'était à New York, au musée d'art moderne, au moment où le président a donc fait l'AVC. Et je pense que c'est là où elle s'est rendue compte que je ne suis pas uniquement réalisateur et caméraman, mais qu'au moment nécessaire, je peux poser la caméra et être l'humain qui va sauver la vie. Je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que ce film est assez objectif, parce que je suppose que vous l'adoriez, et est-ce que vous n'avez pas embelli certaines choses? Il n'est pas objectif, ça vous pouvez en être certaine, parce que même le journal du soir n'est pas objectif. Tout est un brin de subjectif. Et c'est une question que chaque monde se pose, et moi je me compte parmi ce type de documentariste honnête. Comment choisir dans tout ce matériel existant de manière à ce que ça représente objectivement la personne que vous mettez à l'écran. Nous avons préparé pour vous un verre d'amitié avec des véritables bières tchèques. Donc vous pouvez ensuite aussi communiquer de manière un peu plus informelle